Bonjour. Le Midi et Demi Mix présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother? Les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne. L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. Épisode 4. La démocratie est un sport de coups bas. Groupe 30 à 40 debout. Tous en place, s'il vous plaît. Bien. Voyons qui est capable de toucher ses orteils. Buste droit, frères et sœurs, s'il vous plaît. Un, deux, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6079 Smith W. Oui, vous. Plus en flexion. Vous ne faites aucun effort. Regardez-moi. Tandis qu'il lançait mécaniquement ses bras en arrière et en avant, et maintenait sur son visage l'expression de satisfaction et de sérieux que l'on considérait comme normale pendant la culture physique, il luttait pour retourner mentalement à la période imprécise de sa petite enfance. Être majeur, ça veut dire avoir des libertés. Donc quand on a des libertés à 13 ans, ça veut dire qu'on a un compte à la banque. Alors moi j'aime l'argent, c'est-à-dire que j'aime l'argent en petite quantité. C'est-à-dire que quand on a une petite quantité sur soi, on aime bien parce qu'on est plus libre de pouvoir le dépenser quand on est dans la rue. Mais quand on a beaucoup d'argent, c'est pas une honte d'avoir de l'argent, mais quand on en a beaucoup, on le met sur le compte épargne. Et pour moi, aimer l'argent, c'est... Bah oui, j'aime bien l'argent. Alors mes économies vont me servir à acheter des grosses choses. C'est-à-dire, l'année dernière, je me suis acheté un vélo. Et pour l'instant, je suis en train de faire un projet. Je voudrais m'acheter un ordinateur. Ça vaut combien? Alors l'ordinateur que je veux, le Spectrum, il vaut 2000 francs. À partir de ce moment, la guerre, pour ainsi dire, n'avait jamais cessé. Mais à proprement parler, ce n'était pas toujours la même guerre. Pendant plusieurs mois de l'enfance de Winston, il y avait eu des combats de rue confus. Il se souvenait avec précision de quelques-uns d'entre eux. Mais retrouver l'histoire de toute la période, dire qui combattait contre qui, à un moment donné, était absolument impossible. Tous les rapports écrits ou oraux ne faisaient jamais allusion qu'à l'événement actuel. En ce moment, par exemple, en 1984, si c'était bien 1984, l'Océania était alliée à l'Estasia et en guerre avec l'Eurasia. Dans aucune émission publique ou privée, il n'était admis que les trois puissances avaient été, à une autre époque, groupées différemment. Winston savait fort bien qu'il y avait seulement 4 ans, l'Océania était en guerre avec l'Estasia et alliée à l'Eurasia.
Mais ce n'était qu'un renseignement furtif et frauduleux qu'il avait retenu par hasard parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment sa mémoire. Officiellement, le changement de partenaire n'avait jamais eu lieu. L'Océania était en guerre avec l'Eurasia. L'Océania avait par conséquent toujours été en guerre avec l'Eurasia. L'ennemi du moment représentait toujours le mal absolu, et il s'ensuivait qu'aucune entente passée ou future avec lui n'était possible. L'effrayant, pensait Winston pour la 10 000e fois, tandis que d'un mouvement douloureux, il forçait ses épaules à tourner en arrière, mains aux hanches, et il faisait virer leur buste autour de la taille, exercice qui était bon, paraît-il, pour les muscles du dos. L'effrayant était que tout pouvait être vrai. Que le parti puisse étendre le bras vers le passé et dire d'un événement « Cela ne fut jamais », c'était bien plus terrifiant que la simple torture, ou que la mort. Le parti disait que l'Océania n'avait jamais été l'allié de l'Eurasia. Lui, Winston Smith, savait que l'Océania avait été l'allié de l'Eurasia. Il n'y avait de cela que 4 ans. Mais où existait cette connaissance? Uniquement dans sa propre conscience qui, dans tous les cas, serait bientôt anéantie. Si tous les autres acceptaient le mensonge imposé par le parti, si tous les rapports racontaient la même chose, le mensonge passait dans l'histoire et devenait vérité. Celui qui a le contrôle du passé, disait le slogan du parti, a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Et cependant le passé, bien que par nature susceptible d'être modifié, n'avait jamais été retouché. La vérité actuelle, quelle qu'elle fût, était vraie d'un infini à un autre infini. C'était tout à fait simple. Ce qu'il fallait à chacun, c'était avoir en mémoire une interminable série de victoires. Cela s'appelait contrôle de la réalité. On disait en novlangue double pensée. Repos. Aboya la monitrice un peu plus cordialement. Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d'air ses poumons. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés. Retenir simultanément 2 opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes 2. Employer la logique contre la logique. Répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. Croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie. Oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin pour l'oublier plus rapidement encore. Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même. Là était l'ultime subtilité. Persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer. La compréhension même du mot « double pensée » impliquait l'emploi de la double pensée. Covid. 1984, qui contrôle le passé, contrôle le présent, qui contrôle le présent, contrôle l'avenir. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que du présent. La monitrice les avait rappelés au garde à vous. « Voyons maintenant, dit-elle avec enthousiasme, quels sont ceux d'entre nous qui peuvent toucher leurs orteils. Droit sur les hanches, camarades. 1, 2, 1, 2. » Winston détestait cet exercice, qui provoquait des talons aux fesses, des élancements douloureux et finissait par provoquer une autre quinte de tout. Ses méditations en perdirent leur agrément mitigé. Le passé, réfléchit-il, n'avait pas été seulement modifié, il avait été bel et bien détruit. Comment en effet établir, même le fait le plus patent,
s'il n'en existait aucun enregistrement que celui d'une seule mémoire. Il essaya de se rappeler en quelle année il avait pour la première fois entendu parler de Big Brother. Ce devait être vers les années 60. Mais comment en être sûr? Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici, donc l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Politiquement... Il y avait environ 150 étudiants qui appartenaient au groupe de Cohn-Bendit à Nanterre. Raymond Aron. Il y en avait quelques centaines qui étaient sympathisants. Et avant les troubles de mai-juin, il y avait 12 000 étudiants à Nanterre. Par conséquent, avant la période de délire collectif, Cohn-Bendit représentait un tout petit groupe d'enragés. Cela dit, la technique qu'applique ce groupe, et tous les groupes d'enragés à travers le monde appliquent la même technique, consiste à provoquer les autorités universitaires, à les amener à prendre des mesures impopulaires, de manière à rallier autour du groupe des enragés un nombre plus ou moins grand d'étudiants auparavant distants, réticents, passifs ou hostiles. Par conséquent, si vous me dites « Monsieur Cohn-Bendit représente-t-il l'ensemble des étudiants français ?» c'est une plaisanterie. Il représente en période normale un tout petit groupe, et un tout petit groupe qui, comme tous les groupes extrémistes en période de crise, peut rallier un nombre substantiel d'étudiants. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont... Oh oui. Ah la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Dans l'histoire du parti, naturellement, Big Brother figurait comme chef et gardien de la révolution depuis les premiers jours. Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti lui-même était né. Il ne croyait pas avoir jamais entendu le mot Hongsos avant 1960. Mais il était possible que sous la forme socialisme qu'il avait dans l'ancien langage, il eût existé plus tôt. Tout se fondait dans le brouillard. Parfois, certainement, on pouvait poser le doigt sur un mensonge précis. Il était faux, par exemple, que le parti, ainsi que le clamaient les livres d'histoire, eût inventé les aéroplanes. Winston se souvenait d'avoir vu des aéroplanes dès sa plus tendre enfance. Mais on ne pouvait rien prouver. Il n'y avait jamais de témoignage. Une seule fois, dans toute son existence, Winston avait tenu entre les mains la preuve écrite, indéniable, de la falsification d'un fait historique. Smith, cria la voix acariate dans le télécran. 6079, Smith W. Oui, vous-même. Baissez-vous plus bas, s'il vous plaît. Vous pouvez faire mieux que cela. Vous ne faites pas d'effort. Plus bas, je vous prie. Cette fois, c'est mieux, camarade. Maintenant, repos, tous, et regardez-moi. Le corps de Winston s'était brusquement recouvert d'une ondée de sueur chaude, mais son visage demeura absolument impassible. Ne jamais montrer d'épouvante. Ne jamais montrer de ressentiment. Un seul frémissement des yeux peut vous trahir. Winston resta debout à regarder tandis que la monitrice levait les bras au-dessus de la tête et, on ne pouvait dire avec grâce, mais avec une précision et une efficacité remarquables, se courba et rentra sous ses orteils la première phalange de ses doigts. Voilà, camarade. Voilà comment je veux vous voir faire ce mouvement. Regardez-moi. J'ai 39 ans et j'ai 4 enfants. Maintenant, attention. Elle se pencha de nouveau. Vous voyez que mes genoux ne sont pas pliés. N'importe qui, au-dessous de 45 ans, est parfaitement capable de toucher ses orteils, ajouta-t-elle en se redressant. Kovic. 1984. Big Brother vous regarde. On sait tout de vous.
minutes de la haine. Le programme, les 2 minutes de haine. S'opposer à tout, c'est une stratégie perdante, parce que tout arrive. Bien. Voyons qui est droit, frères et sœurs. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé. Puis, à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu et trahi. Et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, et voilà sa morale. Et il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon, des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République. Pierre-Joseph Proudhon, qu'est-ce que le gouvernement dans Idée générale de la Révolution au XIXe siècle? C'était 2 minutes de la haine. Avec le soupir inconscient et profond que la proximité même du télécran ne pouvait l'empêcher de pousser lorsqu'il commençait son travail journalier, Winston rapprocha de lui le phonoscript, souffla la poussière du microphone et mit ses lunettes. Il déroula ensuite et agrafa ensemble 4 petits cylindres de papier qui étaient déjà tombés du tube pneumatique qui se trouvait à la droite du bureau. Il y avait 3 orifices au mur de la cabine. À droite du phonoscript se trouvait un petit tube pneumatique pour les messages écrits. À gauche, il y avait un tube plus large pour les journaux. Dans le mur de côté, à portée de la main de Winston, il y avait une large fente ovale protégée par un grillage métallique. On se servait de cette fente pour jeter les vieux papiers. Il y avait des milliers et des milliers de fentes semblables dans l'édifice. Ils s'en trouvaient non seulement dans chaque pièce, mais à de courts intervalles dans chaque couloir. On les surnommait trous de mémoire. Lorsqu'un document devait être détruit, ou qu'on apercevait le moindre bout de papier qui traînait, on soulevait le clapet du plus proche trou de mémoire, l'action était automatique, et on laissait tomber le papier, lequel était rapidement emporté par un courant d'air chaud, jusqu'aux énormes fournaises cachées quelque part dans les profondeurs de l'édifice. Winston examina les 4 bouts de papier qu'il avait déroulés. Ils contenaient chacun un message d'1 ou 2 lignes seulement, dont le jargon abrégé employé au ministère pour le service intérieur. Ce n'était pas exactement du novlangue, mais il comprenait un grand nombre de mots novlangue. Ces messages étaient ainsi rédigés. Times 17-3-84. Discours mal reporté Afrique rectifié. Times 19-12-83. Prévision 3AP 4e trimestre 83. Erreur typo vérifié numéro de ce jour. Journaux antérieurs. 1983. Et maintenant, regardez bien ce disque. C'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Il faut pour cela un appareil adéquat, en vente depuis hier, dans les magasins de Hi-Fi. Alors Patrick Esther vous dit tout
Cette fois, pour entrer dans notre cadre de vie familial, le microprocesseur, cette puce savante inventée par l'électronique du XXe siècle, a choisi une voie originale, la musique. Cet appareil est l'un des tout premiers lecteurs laser de disques numériques. Ce petit disque de 12 cm de diamètre seulement permet l'enregistrement d'1 heure de musique, d'où son nom de compact disque. À côté de lui, le traditionnel 33 tours fait déjà figure d'ancêtre. Avec le compact disque, le sillon disparaît, remplacé par des milliards de minuscules trous, percés suivant un code numérique que seul l'ordinateur peut analyser. Cette combinaison laser-ordinateur permet d'obtenir un relief sonore digne des meilleures installations professionnelles, sans aucun souffle et sans bruit de fond. Nous pensons que le 33 tours traditionnel disparaîtra dans une dizaine d'années. C'est donc une révolution relativement rapide. À l'inverse du magnétoscope, le standard du compact disque est international, standard unique qui amène aujourd'hui un redéploiement mondial de l'industrie du disque. Cette usine de compact disque a coûté environ 90 millions de francs. Naturellement, c'est une somme que les petites compagnies de disques ne peuvent plus investir. Seules les grosses compagnies peuvent se le permettre. Et nous, déjà, nous sommes prêts à nous agrandir et à passer à la phase 2, c'est-à-dire investir encore 45 millions. Cette nouvelle technologie risque donc à terme de faire disparaître les petites sociétés au profit de groupes très puissants. La révolution technique du compact disque n'est pas sans effet sur le plan social. Les machines coûtent tellement cher que pour les amortir, même cette usine qui ne travaillait jusqu'ici qu'avec 2 équipes vient d'instaurer les 3/8. Une fois fini, ce disque si délicat à réaliser devient inusable, inrayable. La musique codée par l'ordinateur défie le temps. Times 14-2-84. Mini plein chocolat mal coté rectifié. Times 3-12-83. Report ordre jour BB très mauvais. Ref 1 personne réécrire entier. Soumettre au anté-classement. Allez. Dans quel immeuble de New York est situé le QG des Fantastiques? Baxter Building? Chelsea Building? SS Building? Envoie! Ouais! Sur ton Minitel, joue au Justin et gagne les super-héros des guerres secrètes. AZJ par le 3615. Avec un léger soupir de satisfaction, Winston mit de côté le 4e message. C'était un travail compliqué qui comportait des responsabilités et qu'il valait mieux entreprendre en dernier lieu. Les 3 autres ne demandaient que de la routine, quoique le second impliqua probablement une fastidieuse étude de liste de chiffres. Winston composa sur le télécran les mots « numéro ancien » et demanda les numéros du journal The Times qui lui étaient nécessaires. Quelques minutes seulement plus tard, il glissait du tube pneumatique. Les messages qu'il avait reçus se rapportaient à des articles ou à des passages d'articles que, pour une raison ou pour une autre, on pensait nécessaire de modifier, ou plutôt, suivant le terme officiel, de rectifier. Par exemple, dans le Times du 17 mars, il apparaissait que Big Brother, dans son discours de la veille, avait prédit que le front de l'Inde du Sud resterait calme. L'offensive eurasienne serait bientôt lancée contre l'Afrique du Nord. Or, le haut commandement eurasien avait lancé son offensive contre l'Inde du Sud et ne s'était pas occupé de l'Afrique du Nord. Il était donc nécessaire de réécrire le paragraphe erroné afin qu'il prédise ce qui était réellement arrivé. Dans la mémoire de Winston, c'était un fragment du passé aboli. Nous, les journalistes, ignorions quelles seraient les dernières volontés de Madame Gandhi concernant ses cendres. La cérémonie funéraire a lieu le 3 novembre 1984. Ce jour-là, plus d'1 million de personnes assistent aux obsèques nationales de la première ministre indienne. Le 31 octobre, Indira Gandhi tombe dans le piège que lui tendent ses gardes du corps sikh. Criblée de balles, elle décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Même si je meurs au service du pays, j'en serai fier. Chaque goutte de mon sang, j'en suis sûr, contribuera à la croissance de l'Inde. Ces paroles, Indira Gandhi les a prononcées la veille même de son assassinat, alors que la tension entre les hindous et la communauté sikh était à son paroxysme. De même,
Le Times du 19 décembre avait publié les prévisions officielles pour la production de différentes sortes de marchandises de consommation au cours du 4e trimestre 1983, qui était en même temps le 6e trimestre du 9e plan triennal. Le journal du jour publiait un état de la production réelle. Il en ressortait que les prévisions avaient été dans tous les cas grossièrement erronées. Le travail de Winston était de rectifier les chiffres primitifs pour les faire concorder avec les derniers parus. Des jours, des semaines, des mois. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, des centaines puis des milliers de personnes étouffent à Bhopal en Inde. Un réservoir de pesticides de l'usine Union Carbide a explosé et libéré dans l'air un nuage d'une extrême toxicité. Selon les associations locales, il y a au moins 30 000 morts dans les semaines suivant l'accident. Et depuis, les sols et l'eau restent terriblement contaminés. Des enfants difformes continuent de naître et de mourir des conséquences de l'accident. L'inaction des autorités locales est légendaire et les dédommagements de Union Carbide dérisoires. Quant au troisième message, il se rapportait à une simple erreur qui pouvait être corrigée en 2 minutes. Il n'y avait pas très longtemps, c'était au mois de février, le ministère de l'Abondance avait publié la promesse, en termes officiels, l'engagement catégorique, de ne pas réduire la ration de chocolat durant l'année 1984. Or, la ration, comme le savait Winston, devait être réduite de 30 à 20 grammes à partir de la fin de la semaine. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de substituer à la promesse primitive l'avis qu'il serait probablement nécessaire de réduire la ration de chocolat dans le courant du mois d'avril. Dès qu'il avait fini de s'occuper de l'un des messages, Winston agrafait ses corrections phonoscriptées au numéro correspondant du Times et les introduisait dans le tube pneumatique. Ensuite, d'un geste autant que possible inconscient, il chiffonnait le message et les notes qu'il avait lui-même faites et les jetait dans le trou de mémoire afin que le tout fût dévoré par les flammes. Que se passait-il dans le labyrinthe où conduisaient les pneumatiques? Winston ne le savait pas en détail, mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque toutes les corrections qu'il était nécessaire d'apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée. Ce processus de continuelle retouche était appliqué non seulement aux journaux, livres, périodiques, pamphlets, affiches, prospectus, films, enregistrements sonores, caricatures, photographies. Il était appliqué à tous les genres imaginables de littérature ou de documentation qui pouvaient comporter quelque signification politique ou idéologique. Jour par jour, et presque minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver, avec documents à l'appui, que les prédictions faites par le parti s'étaient trouvées vérifiées. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. L'histoire tout entière était un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Le changement effectué, il n'aurait été possible en aucun cas de prouver qu'il y avait eu falsification. Covid 1984. Feuilleton radiophonique. Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. One player. Start game. Interaction mode. En ce dimanche matin du 2 décembre 1984, Warren Anderson a tout pour être heureux. Il est président de Union Carbide Corporation, UCC. Son entreprise est un des premiers groupes chimiques américains
Ces différents produits sont mondialement connus, appréciés. Ses résultats financiers, un peu moins bons que ceux de la concurrence, s'annoncent cependant très positifs. La bourse lui est favorable en cette année 84, avec un cours de ses actions légèrement supérieur à $52. En prenant son premier café du matin, Warren Anderson pense peut-être aux légères difficultés que rencontre sa filiale indienne Union Carbide India Limited, UCIL, qui a eu du mal à construire cette nouvelle usine que souhaitent les autorités indiennes. Il semble cependant qu'on lui ait dit que les problèmes de sécurité signalés 2 ans auparavant sont à présent réglés. Quant à la rentabilité devenue insuffisante à cette même période, il s'en est occupé rapidement, efficacement, en ordonnant tout simplement qu'on diminue les frais de fonctionnement. Au moment où il repose sa tasse, Warren Anderson n'imagine pas la tourmente qui va s'abattre sur son entreprise. Imaginez-vous un cargo américain qui débarque à Marseille des fûts de méthylisonate. C'est un très violent poison qui sert à fabriquer des pesticides antipucerons pour les betteraviers, par exemple. Imaginez-vous ces fûts chargés sur des camions qui s'engagent sur l'autoroute A9, puis sur la RN 113, direction Béziers, direction l'usine Union Carbide. Je vous dis imaginez, alors qu'un rapport confidentiel récent fait état de tous ces risques. Donc, à un carrefour, 2 de ces camions s'accrochent. Quelques fûts explosent, le gaz se répand, 1000 morts et plusieurs centaines de brûlés. Qu'arrive-t-il 3 mois après? Rien. Plutôt, si, les avocats qui se battent pour assurer la défense des victimes, l'Union Carbide qui fait le mort, quelques partis politiques qui exploitent la situation, des écolos qui manifestent et les rescapés qui vont fleurir la tombe des victimes ou faire la queue devant les hôpitaux pour soigner leurs plaies. C'est un scénario catastrophe, bien entendu. Imaginaire, direz-vous. Malheureusement réalisé à Bhopal. Bhopal dont on parle peu, bien qu'il y ait eu 2500 morts et plus de 20 000 brûlés. Philippe Rochaud et Jean-François Renou sont retournés là-bas, 3 mois après, faire une enquête. Ils y ont découvert des magouilles. Regardez, ça pourrait très bien se passer comme cela à Béziers. Des magouilles, 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 des magouilles. Cette usine constitue également une grande source de richesse. La ville se ressent de ces changements et peine quelque peu à accueillir tous les nouveaux arrivants. Faute de mieux, les plus pauvres s'agglutinent dans le bidonville de Kasikam, entre la ville et l'usine. De nombreux liens se tissent entre UCIL et l'establishment politique indien local. L'avocat de l'usine est un ancien responsable local du parti du Congrès de Madame Gandhi. C'est l'ancien chef local de la police qui a obtenu le contrat de surveillance et de protection de l'usine. Un des neveux de l'ancien ministre de l'Éducation de l'État est responsable des relations publiques de cette même usine, etc., etc. Jean-Claude Duginier, vous êtes auteur avec Gérard Vernat d'un ouvrage paru aux éditions La Découverte il y a tout juste 10 ans, intitulé La Grande Triche. La nécessité à cette époque pour le gouvernement indien, et on le comprend bien dans l'approche des faits que vous nous présentez, c'est au fond de chercher à attirer le plus rapidement possible les investisseurs étrangers et, qui plus est, de les maintenir. Alors oui, le gouvernement indien a eu traditionnellement une politique un peu ambiguë, attirer les investissements étrangers, mais garder une indianisation assez forte en imposant un partenaire local et un management qui est en partie indien. En outre, cette usine, elle s'est retrouvée un peu avant
l'époque de l'accident. Elle s'est retrouvée en surcapacité et les Indiens ont absolument voulu la maintenir alors qu'Union Carbide était prêt à la fermer. Ce qui est certain par contre, c'est que le nombre de contremaîtres et d'ouvriers de surveillance avait été réduit dû aux difficultés financières de l'usine et que probablement il y a eu des incompétences tout à fait graves. Alors c'est des incompétences indiennes, c'est des incompétences du management indien avec un management américain qui avait accepté un peu de se retirer. C'est un peu du tout ou rien. Soit ils contrôlent tout, soit ils estiment qu'ils laissent aux autres la responsabilité. Le procès va se dérouler, finalement des sommes vont être allouées pour les dommages et elles vous paraissent un peu faibles. C'est un euphémisme. Elles sont très faibles. Elles sont très faibles. Il y a un prix de la vie humaine là qui est extrêmement faible. Maintenant, la question, c'est qu'on a affaire aussi à des victimes qui sont des gens illettrés, des gens qui ont une très faible capacité à se défendre et qui donc, globalement, on voit bien l'inégalité devant les situations juridiques d'indemnisation des victimes. Ils avaient extrêmement peu de moyens de se défendre et finalement, ils ont eu des indemnisations qui étaient par rapport aux dommages causés, même pour l'Inde, même compte tenu du pouvoir d'achat indien, c'était parfaitement ridicule. Voici mon fils. Et voici ma belle-fille. C'est lui qui est mort pour nous. Quand on s'est réveillé dans la nuit et qu'on a commencé à tousser, il a sorti le vélomoteur et il nous a emmenés loin de l'usine. Il a fait plusieurs voyages pour sauver d'autres gens. Il a couru partout pour aider tout le monde. Il toussait, il vomissait, il ne voyait plus clair. À un moment, il est tombé, il ne s'est pas relevé. Il était mort. En réalité, un habitant de Bhopal sur 3 a les poumons atteints, 200 000 personnes. Nous n'avons pas touché 5 centimes d'indemnité. Mon fils s'occupait de tout, mais il est mort. 2 fois par jour, le gouvernement de l'État du Madhya Pradesh distribue gracieusement 2 litres de lait par personne aux familles des bidonvilles qui bordent l'Union Carbide. C'est pour l'instant la seule indemnité que reçoivent ces populations qui ont été les plus touchées par le nuage d'isocyanate de méthyle. Et les victimes de la catastrophe de Bhopal n'attendent guère autre chose. On sait que le procès sera long et difficile. Personne ne fait confiance aux avocats indiens et américains qui, pendant 1 mois, ont parcouru le bidonville maison par maison pour soutirer à chaque famille une signature. Nous avons vu 5 avocats américains et indiens. Ils nous ont fait remplir des papiers sans nous donner une seule photocopie de ce que nous avions signé. Ils nous ont pris en photo. Ils ont pris des photos de la maison, des animaux morts et même des rats et des écureuils. Ils nous ont dit qu'en Amérique, ils nous obtiendraient des indemnités, mais ils ne nous ont pas dit combien. Alors on leur a demandé quelle somme ils allaient toucher. Ils nous ont répondu 80% pour eux et 20% pour nous. Alors on les a battus et on les a mis dehors en leur disant que nos morts valaient plus que 20% d'indemnité.
Les avocats américains qui se sont jetés comme des vautours sur les familles en deuil sont aujourd'hui rentrés aux États-Unis, laissant à leurs correspondants indiens le soin de mener l'affaire. 500 avocats se partagent 200 000 victimes. Dans la cité martyre, nous avons rencontré le plus puissant d'entre eux. Il a recueilli 60 000 signatures. Combien recevez-vous comme pourcentage et combien reçoit un avocat américain? Ça, c'est notre propre affaire, cela ne vous regarde pas. Mais nous essayons d'obtenir le maximum. Plus de 25 ans avant les premières condamnations des responsables de la catastrophe de Bhopal, 7 anciens cadres indiens de l'entreprise incriminée ont finalement été condamnés aujourd'hui à des peines que beaucoup estiment dérisoires. Ce qu'on considère comme la plus grave catastrophe industrielle de l'histoire aurait fait, selon les plaignants, au moins 25 000 morts en décembre 1984. Yves Maga. Ce matin, après une interminable procédure judiciaire, 7 cadres indiens de l'usine ont finalement été reconnus coupables de négligence. Leur peine, 2 ans de prison et 12 000 francs d'amende. Les plaignants sont furieux. Pourquoi n'avons-nous pas été autorisés à entendre le verdict de ce procès pour lequel nous luttons depuis 25 ans? Pourquoi? Pourquoi le gouvernement a-t-il peur? Pourquoi les ministres ont-ils peur? Nous avons perdu nos maris, nos fils, nos petits-fils. Pourquoi n'enregistrent-ils pas nos dépositions? On sait déjà que les condamnés feront recours. Cette nuit-là, aucune des alertes de sécurité n'a fonctionné. Depuis, des études ont montré qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais que d'importantes négligences avaient conduit à cette catastrophe. 30 ans après, les souvenirs restent vifs, car encore aujourd'hui, les responsables américains de l'usine rejettent toute responsabilité de l'accident. Décédé en septembre dernier, Warren Anderson, PDG de l'entreprise au moment du drame, n'a jamais été emprisonné. The game of sound. Game over. Ready to new game of sound. Covid 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus. La vie de tous les jours. Appendice. La grammaire novlangue. Ceci s'appliquait encore en principe à tous les mots de la langue. N'importe quel mot pouvait prendre la forme négative par l'addition du préfixe « un ». On pouvait en renforcer le sens par l'addition du préfixe « plus » ou pour accentuer davantage du préfixe « double plus ». Ainsi, incolore signifie pâle, tandis que plus colore et double plus colore signifient respectivement très coloré et superlativement coloré. Il était aussi possible de modifier le sens de presque tous les mots par des préfixes prépositions tels que ante, post, haut, bas, etc. Grâce à de telles méthodes, on obtint une considérable diminution du vocabulaire. Étant donné par exemple le mot bon, on n'a pas besoin du mot mauvais, puisque le sens désiré est également et, en vérité, mieux exprimé par un bon. Il fallait simplement, dans les cas où 2 mots formaient une paire naturelle d'antonymes, décider lequel on devait supprimer. Sombre, par exemple, pouvait être remplacé par un clair, ou clair par un sombre, selon la préférence. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Le dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Virus est un mot latin passé tel quel en français. Il désigne au sens propre la sève des plantes, le venin des animaux et plus généralement le poison, le venin. Un virus, c'est donc un organisme dont il faut se méfier car il est très nocif pour la santé. Le dictionnaire. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les actualités. Pas du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifiques.
28 janvier. L'avion devrait être normalement jeudi après-midi à Wuhan. Nous sommes en constitution de l'équipe médicale qui va accompagner cet avion. L'objectif, c'est de pouvoir identifier sur place s'il y a des personnes malades pour qu'elles fassent l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transport particulier et que nous ne mélangions pas des personnes malades et des personnes sans symptômes. En fait, il y a un questionnement autour de la notion d'excellence, et en particulier d'excellence corporelle, et de qu'est-ce qu'on entend par être excellent. Et donc, être excellent, au fond, manifeste une ambivalence. C'est l'ambivalence entre le bien et le mieux, entre l'équilibre et l'excès, entre la mesure et la démesure. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, combien de personnes souhaitent rentrer. Nous savons que la communauté française recensée est de 500 ressortissants, mais nous estimons qu'il y a potentiellement 500 personnes de plus sur place, donc c'est entre 500 et 1000 Français sur place. Tout ça est en cours de discussion évidemment avec les autorités chinoises. Si on prend par exemple le culte de la performance, on voit bien que depuis les années 90 par exemple, on a vu un contre-discours émerger au culte de la performance, notamment au sein de l'entreprise, au sein de l'école. On sait que le culte de la performance conduit à ce que certains ont appelé la dépression nerveuse généralisée, conduite au burn-out, conduite à l'échec scolaire, etc. Ce contre-discours existe. Nous avons identifié un lieu d'accueil en région parisienne. Je ne suis pas sûre de pouvoir en fait, je ne le connais pas encore. Je sais qu'il y a un lieu d'accueil qui, a priori, est en région parisienne parce que nous voulons quand même que le lieu d'accueil des ressortissants ne soit pas trop éloigné d'hôpitaux en capacité de prendre en charge d'éventuels patients. Détendez bien la colonne cervicale. Laissez progressivement le regard s'abaisser, centre de la poitrine. Laissez progressivement inspirer par les deux narines en ujjayi. Fermez la narine droite. Laissez expirer par la narine gauche en ralentissant le souffle. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il est moins grave, en tout cas en termes de mortalité, que l'épidémie de SRAS ou de MERS-CoV. Par contre, il a l'air plus contagieux. Et donc voilà, nous suivons en temps réel. Mon objectif face à une crise de ce type-là, c'est d'être totalement transparente vis-à-vis des Français. Je ne suis plus séparée de mon corps. C'est pourquoi je me sens exister comme jamais. Le maire de Béziers et un promoteur immobilier visé par une enquête pour soupçon de corruption et abus de biens sociaux. La procureure de Marseille confirme une information du Canard enchaîné. L'hebdomadaire assure que le promoteur aurait financé des meetings et des clips de l'élu et obtenu un terrain pour construire un complexe hôtelier à Béziers. Accusations mensongères, insinuations et approximations. Le maire de Béziers, le groupe immobilier de son côté, nie en bloc. Coupé. C'était Covid 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid 1984, réalisé par le ministère de l'Amour. De l'amour. Au revoir, frère. Since 1984.